Nous avons décidé de lancer ces sessions sur des sujets d'actualité, en tout cas que nous considérions comme étant des sujets d'actualité, et avec l'idée de pouvoir partager notre expertise et peut-être notre savoir-faire sur les dernières actualités en matière de la compliance. Alors la compliance, la conformité pour Vigo, ça concerne évidemment la loi Sapin 2, cela concerne la loi Vigilance, ça concerne la loi Pacte, ça concerne les déclarations de performance extra-financière, les bonnes pratiques en matière d'éthique des affaires, mais aussi dans notre façon de travailler au sein de notre cabinet, tout ce qui relève de la protection des données personnelles, du RGPD, du respect de ce RGPD, ou d'un mariage des deux lorsque, par exemple, il s'agit de mener des enquêtes internes ou de mettre en place des dispositifs d'alerte éthique dans les entreprises, et où il faut à la fois respecter, par exemple, la loi Sapin 2, mais aussi, évidemment, respecter le RGPD. Donc, on essaye de mettre en œuvre ces expertises croisées. On a choisi pour ce second webinaire la réglementation en matière de cookies que je vais introduire très brièvement puisque pour l'essentiel, ma consoeur Yuna Lesteven présentera sur en 45 minutes ce que nous considérons comme essentiel à vous dire sur le sujet. Et ensuite, si vous le voulez bien, et si vous avez des questions, nous réserverons 15 minutes aux questions, voire plus évidemment si le sujet vous passionne et si vous avez de la disponibilité. Alors pourquoi a-t-on choisi cette thématique? Tout simplement parce que le 31 mars 2021, comme vous devez le savoir les unes et les autres, ou je vous l'apprends peut-être, c'est le délai, la date butoir que nous a laissé la CNIL aux organismes, dans organismes et entreprises notamment, pour mettre leur site Internet en conformité avec la réglementation en matière de cookies. Alors, la CNIL, de ce point de vue-là, a œuvré de façon originale. Ce n'est pas la première fois qu'elle le fait, mais là, elle a préféré élaborer une doctrine, la mettre à disposition, puisqu'elle l'a publiée, elle a publié ses recommandations, plutôt que de sanctionner au cas par cas et d'élaborer une doctrine au travers de sa jurisprudence. Donc, les entreprises, toutes celles et ceux qui, au sein des entreprises, font de la compliance ou s'occupent de protection des données personnelles, leurs conseils préférés ont cette date butoir en mire et il faut donc traiter ce sujet pour celles et ceux qui ne l'auraient encore pas fait. C'est un sujet qui est important puisque, vous le savez, les consommateurs, consommatrices, les citoyennes et citoyens, et toutes les enquêtes d'opinion le disent, attachent une importance toute particulière à ce sujet. Et sur les derniers sondages que nous avons en mémoire, 78% des personnes interrogées considèrent qu'il est très important qu'on ne puisse pas accéder aux informations à caractère personnel contenues dans leur ordinateur, leur téléphone ou leur tablette, sauf évidemment si leur consentement préalable est donné. J'ajoute que, vous le savez certainement là encore, peut-être que j'enfonce des portes ouvertes, mais la CNIL est autorisée à procéder à un pouvoir de contrôle en ligne. C'est-à-dire qu'elle peut, d'initiative, sans qu'elle soit saisie d'une plainte, pouvoir se connecter sur le site Internet de telle ou telle entreprise pour vérifier d'elle-même si cette réglementation afférente aux cookies est respectée. Et elle pourra le faire à compter du 1er avril 2021 et ensuite déclencher un contrôle sur place. Donc, d'ores et déjà, n'imaginez pas, pour celles et ceux qui ne seraient pas tout au fait des pouvoirs de la CNIL, qu'il faudra attendre une mise en demeure préalable de celle-ci ou une dénonciation de la part d'un client ou d'une cliente. La CNIL pourra, à compter du 1er avril, il ne s'agit pas de crier au loup, il s'agit de dire les choses telles qu'elles sont, procéder à des contrôles en ligne. Donc, les questions auxquelles nous allons tenter de répondre sont les suivantes. Quelles sont les obligations des éditeurs de sites Internet en matière de cookies? Quels sont les risques? Comment s'assurer de façon simple, pragmatique, opérationnelle de la conformité des sites Internet et des applications dédiées? Pour ce faire, nous allons examiner 3 thématiques, ou plus exactement, Yuna va les présenter: contexte et sanctions, la réglementation des cookies et son évolution, et évidemment un chapitre important pour vous, les étapes de la mise en conformité. Donc, je laisse la parole
ma consoeur Yuna Lesteven. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, on va commencer, donc effectivement, voir les 3 thèmes du webinaire. On va commencer, si ça vous convient, par la définition d'un cookie. Qu'est-ce qu'un cookie, en fait, puisque c'est sur cette technologie que porte cette réglementation. En fait, on parle de cookies pour désigner l'ensemble des technologies qui s'activent lorsqu'on se connecte à un site Internet et qui vont permettre de conserver une trace des interactions entre l'utilisateur et les pages web qu'il va pouvoir visiter. Ces cookies, donc, qui sont des petits fichiers stockés par les serveurs dans les terminaux des utilisateurs et qui sont associés à un domaine web, d'après la définition de la CNIL, ont de multiples usages et vont permettre de suivre le comportement d'un utilisateur de site web en ligne. Donc, les usages, ça peut être des usages très techniques. On verra la définition de cookie technique. Donc, juste permettre la balance entre le nombre d'utilisateurs et les capacités du serveur qui vont héberger le site, par exemple, mais aussi permettre de conserver un panier d'achat ou de permettre la publicité ciblée. Voilà, donc ce sont toutes les technologies qui permettent d'inscrire ou de lire des informations sur le terminal de l'utilisateur. Alors, un petit contexte sur d'abord les réglementations qui vont être applicables à ces technologies. Alors là, c'est un petit peu complexe puisqu'on va avoir en fait 2 réglementations qui s'appliquent concomitamment. On a la directive de 2002, donc la directive vie privée et communication électronique, qu'on appelle aussi directive e-privacy, qui est spécifique au secteur des communications électroniques et qui, du coup, va s'appliquer de manière spéciale par rapport à la réglementation générale, qui est donc le règlement général sur la protection des données, qui n'est entré en vigueur qu'en 2018. La directive de 2002, e-privacy, a été transposée en droit français dans l'article 82 de la loi dite informatique et liberté. Et donc, le règlement entré en vigueur en 2018 est venu un peu bouleverser les usages au regard de cette directive, puisqu'il devient finalement la loi générale. Donc, la loi spéciale n'a pas été modifiée, alors que la loi générale l'a été. On a toujours d'ailleurs une proposition de règlement e-privacy qui aurait dû en fait venir remplacer la directive de 2002 e-privacy, mais les États membres n'ayant toujours pas réussi à se mettre d'accord sur ces règlements est toujours en projet aujourd'hui. Alors, on va faire un petit focus sur les sanctions récentes de la CNIL. Ces sanctions, elles sont intéressantes parce qu'elles sont particulièrement importantes. Donc ça, ce sont les sanctions qui ont été prises par la formation plénière de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sur le fondement de la réglementation relative aux cookies, mais déjà sur le fondement de la réglementation applicable aujourd'hui, ça veut dire de l'ancienne réglementation. Elles sont intéressantes toutefois parce qu'on voit qu'elles sont extrêmement importantes par rapport aux sanctions que la CNIL a l'habitude de prononcer. Donc, comme sanction, on a eu le 7 décembre 2020, la formation plénière de la CNIL a prononcé une sanction à l'encontre de Google LLC et Google Island Limited pour un montant global de 100 millions d'euros et Amazon pour le même jour pour un montant de 35 millions d'euros. Donc, c'est des sanctions qui sont extrêmement importantes. Et les 2 sanctions sont fondées sur le dépôt de cookies publicitaires sans consentement préalable de l'utilisateur ni information satisfaisante. Donc, on verra comment satisfaire à ces obligations. Carrefour Banque et Assurance a été également sanctionné de 800 000 euros pour avoir également déposé des cookies publicitaires sans consentement des utilisateurs. Là, la CNIL, elle fait passer un message aux organismes en alertant sur le fait qu'en fait, elle sanctionnait très peu sur le fondement de la réglementation en matière de cookies. Aujourd'hui, disons, la période de tranquillité est terminée et avec l'entrée en vigueur de ces nouvelles lignes directrices et de sa recommandation à compter du 1er avril, on va s'attendre à des sanctions
importantes et fréquentes de la part de la CNIL. Alors, donc, ces fameuses lignes directrices et recommandations. Un petit temps de chronologie pour commencer, pour bien comprendre le contexte de ces lignes directrices et de cette réglementation. Donc, la CNIL avait déjà publié le 5 décembre 2013 une première recommandation en matière de cookies, donc qui détaillait son interprétation de la réglementation et qui a permis aux éditeurs de sites Internet de mettre leur site en conformité avec cette première recommandation. Avec l'entrée en vigueur du RGPD en 2018, la notion notamment de consentement a évolué, ce qui a fait que la CNIL a dû revoir sa copie et a publié le 4 juillet 2019 de nouvelles lignes directrices qui sont venues abroger la recommandation de 2013. Ces lignes directrices auraient dû, la CNIL aurait dû pouvoir sanctionner sur le fondement de ces nouvelles lignes directrices à compter à peu près de juillet 2020. Toutefois, le Conseil d'État, le 19 juin 2020, est venu annuler partiellement ces lignes directrices puisqu'il a été saisi d'un recours d'associations professionnelles, donc professionnels de la publicité en ligne, des médias, donc de tous les professionnels en fait qui utilisent ces cookies, sur la question des cookie walls. Donc, le Conseil d'État a en fait validé les lignes directrices, sauf pour la partie afférente aux cookie walls dont on reparlera, considérant que la CNIL était allée trop loin et avait outrepassé sa compétence. Donc, on s'attendait tous, nos clients, nous, étaient dans les starting blocks pour l'application de ces premières lignes directrices. Bon, voilà, finalement, ça s'écroule un peu avec cette décision du Conseil d'État. Et ce n'est que le 1er octobre 2020 qu'on a enfin la publication par la CNIL de lignes directrices rectificatives et d'une recommandation définitive, donc qui ont été prises par une délibération du 17 septembre 2020. Donc, à compter de ce moment-là, on a mis en conformité un nombre important de sites Internet. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'on a vraiment l'interprétation de la CNIL définitive sur l'application de la réglementation en matière de cookies. Alors, sur le calendrier de l'application de ces lignes directrices et recommandations, donc, elles ont été publiées le 1er octobre 2020. La CNIL a laissé aux organismes, comme l'a expliqué Emmanuel en introduction, une période transitoire de mise en conformité de 6 mois et a décidé donc qu'elle pourrait sanctionner à compter du 1er avril 2021. Il faut noter que le respect des dispositions applicables aux cookies et aux autres traceurs fait partie des thématiques prioritaires de contrôle de la CNIL pour l'année 2021. Donc, la CNIL a publié le 2 mars, très récemment, ces thématiques prioritaires de contrôle. Comme l'expliquait Emmanuel dans son introduction, la CNIL réalise des contrôles spontanés et des contrôles spontanés en ligne. Et donc, elle réalisera des contrôles spontanés sur la conformité des sites Internet à cette nouvelle réglementation en matière de cookies. C'est pour ça qu'il faut être particulièrement vigilant. En plus, ça fait l'actualité depuis finalement maintenant 1 an avec ces différents rebondissements. Donc, disons que la CNIL ne pardonnera pas aux organismes de ne pas être conformes à date. Alors, comment ça s'articule, ces lignes directrices et cette recommandation? En fait, les lignes directrices et la recommandation sont des outils qui sont complémentaires et ce sont des outils de droit souple. Donc, les lignes directrices, elles ont pour objectif de détailler le droit applicable, de donner l'interprétation de la CNIL sur le droit applicable, et la recommandation vient donner des exemples pratiques de modalités de recueil du consentement et d'information des utilisateurs au dépôt de cookies sur leur terminal. Attention, ce sont bien des outils de droit souple. Ça veut dire que ni les règles édictées par les lignes directrices, ni les recommandations ne sont obligatoires. Ça, c'est extrêmement important puisque le Conseil d'État a pu le rappeler dans justement son arrêt du 19 juin 2020. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique, on peut déroger à ces lignes directrices, on peut déroger à ces réglementations dans la mesure où on est en capacité de le justifier.
Donc, c'est là aussi que voilà, les conseils, les jurys spécialisés en ce qui est cookies et protection des données caractères personnels interviennent. C'est aussi être capable de justifier sur le principe du comply or explain, qui est bien connu en compliance, et qui permet de déroger à la doctrine établie. Alors, le champ d'application de cette réglementation. Cette réglementation, elle s'applique aux cookies, mais pas que. Donc, je l'ai expliqué avec la définition de cookies. Cookies, c'est un terme qu'on utilise très largement. Et finalement, c'est tous les types de traceurs, tous les types de technologies qui vont permettre d'inscrire ou de lire des informations sur le terminal de l'utilisateur qui vont être concernés par la réglementation. Ensuite, dès lors qu'ils inscrivent donc des informations dans les terminaux des utilisateurs, un terminal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça peut être une tablette, un smartphone, un ordinateur. Aujourd'hui, aussi une console de jeu, un assistant vocal, un véhicule connecté, et on peut encore imaginer à terme d'autres technologies qui pourront intégrer des traceurs et des cookies. Alors, est-ce que ça ne s'applique qu'aux données à caractère personnel? Eh bien, non. La CNIL rappelle que cette réglementation, donc, qui encore une fois est une réglementation spéciale par rapport à la réglementation générale sur la protection des données, s'applique que les données traitées soient ou non des données à caractère personnel. Ça veut dire que même si cette technologie ne permet que de donner, de collecter ou d'inscrire des informations parfaitement anonymisées, complètement statistiques, cette réglementation sera tout de même applicable. Il faut garder en tête quand même que du coup, ces réglementations utilisant souvent des données à caractère personnel, il faudra de surcroît appliquer la réglementation sur la protection des données à caractère personnel quand on réutilisera ces informations pour d'autres usages. Alors, site internet et applications, eh bien, la réglementation s'applique pour tous les services de communication en ligne. Aujourd'hui, site internet, application, plateforme, voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme service de communication en ligne, dès lors que ce service de communication est ouvert au public. Ça veut dire qu'on nous a posé la question de savoir, par exemple, si un intranet pouvait être concerné par cette réglementation. Bien, a priori, dès lors que l'intranet est réservé aux seuls salariés ou collaborateurs de l'entreprise, il ne sera pas concerné par cette réglementation. Et puis, en France, alors là, la CNIL se donne une compétence assez élargie, puisqu'elle a rappelé dans les sanctions contre Google, notamment, récentes, qu'elle est compétente dès lors que le dépôt de cookies est réalisé dans le cadre des activités d'un éditeur ayant un établissement en France. Ça veut dire que Google Island, par exemple, donc qui est situé en Irlande, ayant un établissement qui est Google France situé en France, la CNIL sera compétente, même si c'est Google Island qui dépose les cookies et qui est responsable et éditeur du site internet google.fr, dès lors qu'il existe un établissement Google France en France et qu'elle considère que les cookies servent à l'activité de Google France, alors elle sera compétente, ce qui lui donne une compétence particulièrement élargie. Voilà. Il faut noter à ce sujet que les lignes directrices et la recommandation de la CNIL sont particulièrement contraignantes par rapport aux autres doctrines, disons, des autres autorités de contrôle européennes, ce qui fait que finalement, la CNIL recommande à l'intégralité des entreprises européennes de respecter plutôt ces lignes directrices, puisque qui peut le plus, peut le moins. Ce sont les termes de la CNIL à ce sujet. Alors, que prévoit la loi informatique et liberté? Ça, c'est le principe général. C'est cette réglementation que va interpréter la CNIL dans ses lignes directrices et sa recommandation. Donc, l'article 82 prévoit deux principes, l'information des utilisateurs et le recueil du consentement des utilisateurs au dépôt de cookies dans son terminal. Vous voyez bien ce que c'est, on le vit tous les jours d'avoir à accepter ou refuser les cookies, d'avoir un bandeau qui s'affiche sur tous les sites sur lesquels on navigue. Deux exceptions. L'information et le recueil du consentement ne sera pas requis dès lors que le traceur ou le cookie a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication par voie électronique. Par exemple, un cookie purement technique qui permet de s'assurer que le serveur n'est pas saturé.
où le traceur est strictement nécessaire à la fourniture d'un service de communication en ligne à la demande de la personne concernée. Ça va être par exemple le choix d'une langue, l'enregistrement de l'authentification, la conservation d'un numéro de carte bancaire ou un panier d'achat. Alors, quels sont les cookies concernés? On va faire un petit peu plus pratique. Donc, on divise, la vie est divisée en deux camps, le camp des cookies techniques et le camp des cookies non techniques. Donc, les cookies techniques, c'est ceux qui sont strictement techniques ou strictement nécessaires à la fourniture du service sur Internet. Pour eux, finalement, on n'a pas de consentement obligatoire et on n'a pas d'information obligatoire non plus de l'utilisateur. Attention à ce sujet, la CNIL recommande qu'on informe les utilisateurs tout de même de l'existence de ces cookies, mais dans ce cas-là, elle recommande par exemple qu'on mette un encart dans la politique de confidentialité du site Internet auquel se rapportent ces cookies. Et puis, on a les cookies non techniques, donc les cookies par exemple qui permettent de réaliser de la publicité ciblée, de faire du suivi du comportement de l'internaute, de fournir des fonctionnalités de boutons de réseaux sociaux ou de la mesure d'audience. Tous ces cookies donc, sont considérés comme non strictement nécessaires et un consentement et une information préalable seront obligatoires avant de les déposer sur le terminal de l'utilisateur. Attention, les exemptions doivent être interprétées strictement. À ce titre, par exemple, la CNIL considère que des traceurs de lutte contre la fraude ne sont pas considérés comme strictement nécessaires parce que s'ils permettent finalement de répondre à une obligation légale, ils n'entrent pas strictement dans l'exemption des cookies techniques ou des cookies nécessaires à la fourniture du service sur Internet. Donc, ça veut dire qu'il faudra quand même informer les utilisateurs. Donc c'est aussi le rôle des conseils, c'est aussi les rôles des directions compliance et protection des données à caractère personnel que de déterminer la qualité des cookies qui sont déposés sur les sites Internet. Alors, une liste rapide, je ne vais pas forcément vous la lire, mais ça, ce sont les cookies qui sont considérés par la CNIL comme strictement nécessaires. Donc, on voit ceux qui permettent de conserver le consentement ou le refus, ceux qui sont destinés à l'authentification, à garder en mémoire le contenu d'un panier d'achat, etc. Et puis, les traceurs qui sont soumis au consentement, donc qui permettent d'afficher de la publicité, de mesurer la performance de la publicité, par exemple, de personnalisation du contenu éditorial ou de partager les données sur les réseaux sociaux. Avec la question des traceurs de mesure d'audience. Donc, ces traceurs de mesure d'audience ont toujours été un peu spécifiques parce que dès 2013, la CNIL a considéré que certains traceurs de mesure d'audience pouvaient être exemptés du consentement. Eh bien, c'est toujours le cas, sauf que maintenant, la CNIL nous donne des critères sur lesquels on va pouvoir se fonder pour déterminer si un cookie de mesure d'audience est exempté du consentement. Alors là, il faut faire très attention parce que j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de clients qui viennent nous dire « Ah, mais c'est bon, moi, j'ai que des cookies Google Analytics sur mon site Internet, donc ce sont des cookies de mesure d'audience, donc je n'ai pas besoin de recueillir le consentement de l'utilisateur. » Donc là, il faut faire très attention, puisqu'en fait, les cookies de mesure d'audience exemptés du consentement sont l'exemption est très stricte et doivent répondre à des conditions qui, en fait, sont assez difficiles en réalité à respecter, puisque la finalité du cookie doit être de mesurer l'audience au seul bénéfice de l'éditeur. Donc, dès lors qu'on commence à être dans des groupes de sociétés avec des mises en place de régie, etc., ça va être beaucoup plus compliqué d'appliquer cette exemption. Le cookie ne doit pas permettre le suivi de la navigation sur différentes applications ou sites web. Là encore, dès lors qu'on est dans un groupe de sociétés avec plusieurs sociétés qui seraient éditrices, on se retrouve bloqué. Le cookie doit servir uniquement à produire des données statistiques anonymes. Voilà. Et en plus, ces données ne peuvent pas être transmises à des tiers ou recoupées avec d'autres traitements. Ça veut dire qu'on produit des données strictement anonymes, mais on n'a pas le droit de les réutiliser. Donc là, c'est quand même une règle qui est particulièrement stricte, même au regard des règles applicables sur les données à caractère personnel extrêmement sensibles, en fait. Alors, il faut noter que la CNIL a lancé le 8 mars 2021, donc très récemment, un programme d'évaluation des solutions de mesure d'audience exemptées de consentement. Donc, elle propose à des prestataires en fait, de ce genre de service de faire évaluer
leurs solutions de mesure d'audience par la CNIL. Elles seront ensuite inscrites sur le site de la CNIL. Alors, le dépôt des dossiers, c'est jusqu'au 30 juin 2021. Donc, on peut imaginer qu'on n'aura pas en fait de liste avant au moins le début de l'année prochaine. Là, on se dit que la CNIL joue, entre guillemets, un peu bizarrement, puisque elle nous impose ses lignes directrices à compter du 1er avril 2021 et elle est capable de donner des noms de solutions compatibles, on va dire, qu'à partir de septembre 2021, ce qui fait que potentiellement des entreprises devront changer de prestataire en cours de route. Donc, en pratique, là-dessus, si vous faites appel à un prestataire pour mesurer l'audience de votre site Internet et que vous voulez bénéficier de cette exemption, il faut vraiment s'assurer que toutes les conditions sont réunies dans l'attente de l'évaluation des prestataires par la CNIL et de contractualiser ces conditions pour s'assurer de rester conforme à la réglementation. Alors, donc là, on a vu le champ d'application, donc sur ces cookies qui sont non strictement nécessaires. Donc, dès lors qu'on va déposer des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires, on va devoir informer les utilisateurs. L'information des utilisateurs, d'après la CNIL, elle peut se faire à 2 niveaux. Donc, finalement, elle reprend là sa doctrine sur l'information en matière de protection des données à caractère personnel. Donc, l'information doit être claire et compréhensible et contenir à minima l'identité du ou des responsables de traitement, les finalités du dépôt de traceurs, la manière d'accepter ou de refuser des traceurs, les conséquences qui s'attachent à un refus ou à une acceptation des traceurs, l'existence du droit de retirer son consentement et la liste complète des responsables de traitement tiers qui doit être tenue à jour et rendue facilement accessible. Donc, en pratique, les informations qui sont mises en rouge sur le support de présentation doivent être fournies préalablement au recueil du consentement pour que celui-ci soit considéré comme valide. Les autres, donc c'est-à-dire que les conséquences qui s'attachent à un refus, une acceptation et la liste complète des ressources de traitement peuvent intervenir à partir du second niveau ou être mises par exemple dans la politique de confidentialité. C'est très compliqué d'avoir une liste complète des responsables de traitement qui sont susceptibles de déposer des cookies sur un site Internet. Donc là, on va voir comment on audite un site Internet. C'est à ce moment-là que cette question devra être traitée. Donc, on informe les utilisateurs et puis ensuite, on recueille leur consentement. Donc, le consentement est défini par le RGPD comme toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte par une déclaration ou par un acte positif clair que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement. Si cette définition est très importante, c'est parce qu'en fait, c'est à cause de l'évolution de la définition de consentement entre la directive antérieure au RGPD, donc de 95, et le RGPD, qui a obligé la CNIL à adapter sa doctrine en matière de recueil du consentement pour les cookies. Donc, c'est vraiment pour se conformer à cette définition que la CNIL a fait évoluer sa doctrine. Donc, si on regarde un peu plus précisément, le consentement, il doit être libre. Libre, ça veut dire un consentement par finalité de traitement. Donc, on doit pouvoir dire « j'accepte les cookies de mesure d'audience, mais je refuse les cookies de publicité ciblée ». Le bouton « tout refuser » ou « tout accepter » si on choisit de proposer une acceptation ou un refus global doivent être au même niveau et sur le même format. Donc, avec le même design, ça c'est quelque chose qu'on, même dans les outils qui se veulent aujourd'hui conformes à la réglementation, en fait, on trouve assez peu. Souvent, le tout accepté est tout brillant, en gras, alors que le tout refusé est en tout petit, beaucoup moins visible. Voilà, donc ça, d'ici la fin du mois, ce sera plus autorisé. Et puis, il faut prévoir aussi un outil de gestion du consentement de l'utilisateur qui doit lui permettre de revenir sur son choix. Donc, voilà, de dire bah, j'ai consenti, mais finalement, je ne veux plus consentir. Et la simple gestion des cookies dans le navigateur n'est pas considérée comme la CNIL comme suffisante. Attention aussi au cookie wall. Ça, j'en parle parce que ça a fait l'objet d'un gros débat avec justement l'arrêt du Conseil d'État de juin 2020. Donc, les cookie walls, en fait, c'est une technologie qui bloque l'accès à un site Internet tant qu'on n'a pas accepté les cookies. La CNIL avait considéré que c'était illégal, illicite, que ça ne correspondait pas, que ça n'était pas conforme.
Et le Conseil d'État est venu dire que la CNIL n'avait pas le droit de prononcer des interdictions générales. Donc, la CNIL a dit que ce serait peut-être autorisé au cas par cas. Mais bon, dans le cas où vous voulez mettre en place des cookie walls, bien sûr, c'est une analyse approfondie et documentée qu'il va falloir réaliser. Ensuite, le consentement doit être spécifique. Ça veut dire qu'il faut prévoir un acte spécifique pour le consentement aux cookies. On ne peut pas dire « je consens aux cookies et j'accepte et j'ai bien lu les conditions générales d'utilisation du site Internet », par exemple. Donc, c'est vraiment « je consens au dépôt de cookies et pour telle finalité ». Vraiment un acte spécifique. Ensuite, le consentement doit être éclairé. Donc ça, on a parlé de l'information. Donc, par exemple, une fenêtre pop-up ou un bandeau cookies avec une information de premier niveau, assez simple, claire, facile à comprendre pour l'utilisateur, avec des termes, pas des termes juridiques trop compliqués, vraiment des termes simples. Et puis ensuite, une seconde fenêtre pop-up, par exemple, qui se déploie avec des informations plus complètes. Donc, cette information, elle doit être en permanence accessible à l'utilisateur. C'est-à-dire que le bandeau cookie qui disparaît et qu'on ne voit plus pendant des mois, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment une information qui doit être accessible en permanence. Et puis enfin, ça c'est la grande nouveauté qui rend les choses un peu plus compliquées pour les utilisateurs de cookies, c'est que le consentement doit être univoque. Ça veut dire que le consentement se manifeste par un acte positif clair, donc c'est un bouton sur lequel on clique, ou une case à cocher, ou un slider, donc on fait glisser en disant d'une petite croix à une petite case cochée, en disant qu'on accepte. Ça veut dire que la poursuite de la navigation sur le site Internet n'est plus considérée comme un acte positif clair par la CNIL. Voilà, ça c'est vraiment la nouveauté principale, enfin la grande nouveauté de ces lignes directrices et de cette recommandation. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de ces lignes directrices? Eh bien, d'un côté, on a le consentement. La simple poursuite de la navigation ne permet pas de recueillir un consentement valide de l'utilisateur. L'acceptation de l'utilisateur doit être spécifique pour chaque cookie et par finalité, avec la possibilité de proposer en plus une acceptation globale ou un refus global, mais sur le même niveau. Le consentement doit pouvoir être retiré aussi facilement qu'il a été donné. Et la preuve du consentement doit être conservée par le responsable de traitement, donc par l'éditeur du site Internet. On parlera de comment conserver la preuve du consentement. Et puis ensuite, on a l'information, avec le bandeau cookies, les informations obligatoires, et puis une politique cookies, donc qui peut faire une information de second niveau, avec la liste exhaustive des entités qui ont recours au traceur à partir du site Internet, et une information conforme à l'article 13 du RGPD, dès lors que l'utilisation des cookies va impliquer l'utilisation de données à caractère personnel. Donc ça dépendra du type de cookies que vous allez déployer sur votre site Internet. Alors ensuite, en matière de responsabilité, l'éditeur du site Internet, donc l'éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, celle qui met à disposition des utilisateurs le site Internet et qui est responsable du contenu du site Internet, est responsable de traitement, d'après la CNIL. Et en fait, l'éditeur est toujours responsable de traitement. Donc, l'éditeur doit s'assurer du respect de la réglementation cookies sur son site Internet, que des cookies soient déposés par lui-même ou que les cookies soient déposés par des tiers. L'éditeur peut faire appel à un prestataire sous-traitant, donc un prestataire qui ne dépose des cookies que pour le compte de l'éditeur, qui ne récupère pas les données pour son propre compte, mais qui les traite vraiment pour le compte de l'éditeur. Il peut aussi, du coup, y avoir des tiers qui viennent déposer des cookies sur le site Internet, soit de leur propre initiative, soit, donc là, normalement, l'éditeur peut décider de bloquer ou d'accepter que des tiers déposent des cookies sur son site Internet, soit parce que l'éditeur veut proposer aux utilisateurs une fonctionnalité. Par exemple, les partages de réseaux sociaux, les boutons de partage de réseaux sociaux qui vous permettent, en cliquant, de partager un contenu sur Facebook, Twitter ou LinkedIn, utilisent des cookies, qui sont des cookies tiers. Et pour ça,
Donc, on va considérer que le tiers sera responsable de traitement conjoint. Donc, l'éditeur et le tiers vont devoir se mettre d'accord sur le traitement qui sera réalisé à partir de ces cookies. La CNIL considère, et la jurisprudence considère de manière générale, que c'est l'éditeur qui est responsable de l'information et du consentement et du recueil du consentement des personnes. Ça veut dire que c'est bien à l'éditeur du site internet d'informer les personnes qu'on aura, par exemple, un bouton de réseaux sociaux et un cookie déposé pour ça, et de recueillir le consentement des utilisateurs à cette fin. Dès lors qu'on va avoir des données à caractère personnel qui seront traitées à partir des cookies déposés, on devra, pour le prestataire, conclure un contrat conforme à l'article 28 du RGPD et pour le responsable conjoint, le tiers, un contrat conforme à l'article 26 du RGPD. C'est quelque chose qu'on oublie. En général, ça fait partie des conditions générales d'utilisation des services qui sont fournis sur Internet. Il ne faut pas oublier que quand on utilise un service, même s'il est gratuit, même s'il est facile d'utilisation, il y a des contrats derrière et des contrats qui doivent respecter la réglementation. Alors, une autre question se pose sur la responsabilité. Est-ce que le consentement peut être recueilli pour plusieurs sites Internet? En fait, est-ce que finalement, sur mon site Internet, je pourrais demander de recueillir le consentement pour d'autres sites Internet? Cette question, elle va se poser dans le cadre, par exemple, de groupes de sociétés ou de gestion des sites Internet qui sont confiés à une régie au sein d'un groupe de sociétés. Eh bien, finalement, là, il n'y a rien qui s'y oppose. Dans l'idée, c'est oui, à condition que l'utilisateur soit informé clairement de ce à quoi il consent. Donc, pour quel site Internet est-ce qu'il consent au dépôt de cookies sur son terminal, pour quelle finalité. Voilà, et que donc l'utilisateur puisse, hop, je vais aller trop vite, consentir par finalité pour chacun des sites Internet. Bien sûr, dans ce type de cas-là, c'est une analyse au cas par cas qui devrait être réalisée par l'entreprise, par l'éditeur qui souhaite obtenir un consentement global pour plusieurs sites Internet, pour s'assurer que l'information et les consentements sont suffisamment clairs et sont valides. Donc voilà, on arrive au bout de la présentation de ces lignes directrices et de cette recommandation. On va voir maintenant les étapes de mise en conformité. En fait, la mise en conformité, dans l'idée, c'est assez simple. Je dis ça parce que j'ai l'habitude. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et qu'en fait, c'est assez technique quand même comme sujet. Donc, la première étape, c'est d'auditer ces sites Internet et applications. La seconde étape, c'est de mettre à jour l'information fournie aux utilisateurs et les modalités de recueil du consentement. Et la troisième étape, ça va être de conserver la preuve du consentement des utilisateurs. À partir de ce moment-là, on aura un site Internet qui sera parfaitement conforme à la réglementation. Et on n'aura plus peur des contrôles de la CNIL. On sera même content de présenter notre travail. Donc, la première étape, auditer son site Internet. Donc, pour auditer un site Internet, on regarde le référentiel légal. En l'espèce, le référentiel légal, c'est ce que je viens de vous décrire. Ça veut dire la réglementation applicable, l'article 82 de la loi informatique et liberté, et puis les lignes directrices et la recommandation de la CNIL. On va regarder les points d'écart entre l'existant et les obligations légales. Donc, qu'est-ce que j'ai sur mon site Internet? Est-ce que j'ai un bandeau cookies? Est-ce qu'il dispose des informations suffisantes? Est-ce que des cookies sont déposés sur le terminal de l'utilisateur avant même qu'il ait pu consentir aux cookies, par exemple? Et puis, on va ensuite élaborer un plan d'action pour se mettre en conformité. Donc, ce plan d'action, il peut être ensuite, par exemple, transféré aux prestataires qui s'occupent de votre site Internet. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément l'entreprise qui s'occupe du développement du site Internet. Un outil qui est utile pour cette partie, c'est l'outil Cookie V2. Donc, c'est un outil qui est développé par la CNIL, qui est en téléchargement gratuit sur GitHub, qui est sécurisé. Donc, vous pouvez y aller et en open source. Et en fait, cet outil il permet de mesurer l'impact des cookies et de savoir quels cookies sont déposés quand on navigue sur un site Internet. Donc, ça veut dire que c'est un outil, vous allez sur votre site Internet et vous regardez quels cookies finalement sont déposés sur votre terminal quand vous naviguez sur le site Internet de votre entreprise. À partir de ce moment-là, il va falloir catégoriser les types de cookies, donc savoir si ce sont des cookies
purement techniques ou nécessaires, ou si ce sont des cookies de mesure d'audience, de publicité ciblée qui nécessitent l'information et le recueil du consentement des utilisateurs. Pour ça, par exemple, dès lors que vous avez des cookies de réseaux sociaux, donc qui vont avoir un nom, Twitter, Facebook, il faudra recueillir le consentement des utilisateurs. Dès lors que vous aurez, par exemple, des cookies Google Analytics, il faudra recueillir le consentement des utilisateurs. On a certains cookies comme ça qui reviennent souvent, qui sont utilisés par la majorité des éditeurs et qui, on le sait, nécessitent le recueil. Pour d'autres cookies, il faudra faire une analyse au cas par cas en fonction de leur finalité. Alors ensuite, une fois qu'on a déterminé quel cookie était déposé et quels étaient les écarts, il va falloir mettre à jour son site internet. Donc pour ça, on vous a constitué une petite checklist. Donc premier point, identifier les cookies présents sur le site internet. Second point, regardez le bandeau cookies, la fenêtre. Normalement, dessus, il doit y avoir une information de premier niveau et en général, on va essayer de permettre le recueil du consentement global, donc avec un bouton j'accepte, un bouton je refuse, même design, même niveau. On va ensuite avoir une information de second niveau avec la liste des finalités et un consentement par finalité. Donc ça, en général, ça va être à partir d'un bouton je paramètre. Voilà. Et puis, la liste des tiers avec un lien vers leur politique de confidentialité. On peut aussi utiliser un outil de gestion du consentement, ça s'appelle une Consent Management Platform en anglais, donc CMP, qui en général ressemble à un petit bouton ou à un petit texte qui s'appelle Cookies ou C'est nous les cookies, enfin, donc, qui sont des noms qui se veulent un peu rigolos, qui doit être accessible en permanence et qui va permettre de revenir sur les choix réalisés par l'utilisateur. Alors, comme exemple, on vous a pris on va prendre la CNIL, puisque finalement, c'est la CNIL qui donne ces instructions. Donc, on voit, je ne sais pas si vous voyez très bien selon la taille de vos écrans, la CNIL va d'abord informer les personnes. Donc, il y a un bandeau vraiment d'informations qui contient les informations obligatoires de premier niveau. Ensuite, elle propose préférence pour tous les services, une acceptation ou un refus global des cookies. Et puis ensuite, par finalité, donc mesure d'audience, réseaux sociaux, voilà, elle propose d'autoriser ou de refuser les cookies. Donc ça, c'est typiquement un bandeau qui est conforme. Voilà. Donc, voilà, donc un bandeau conforme et dont on peut s'inspirer. Attention, encore une fois, les recommandations de la CNIL, les lignes directrices, elles ne sont pas obligatoires. Donc, on peut finalement, tant qu'on respecte les grands principes, agir comme on l'entend et être créatif sur la conformité de son site internet pour qu'elle reflète aussi l'entreprise. Le dernier point, une fois qu'on a mis à jour son site internet, ça va être de prouver le recueil du consentement. Donc, comment on fait ? En général, le consentement, c'est assez facile de prouver qu'on l'a recueilli. Quand on a un formulaire avec une case à cocher et qu'on peut conserver le formulaire, on l'a et on conserve, c'est très facile. En matière de communication électronique, en fait, c'est beaucoup plus compliqué. On ne va pas pouvoir recueillir une preuve individuelle et une preuve parfaite du consentement. Donc, qu'est-ce que dit la CNIL à ce niveau-là ? Eh bien, en fait, elle dit que ce qu'il va falloir prouver, c'est que le mécanisme qui est mis en place sur votre site internet permet de recueillir le consentement des utilisateurs. Donc, finalement, c'est le mécanisme plus la conservation, la preuve de la mise en place du mécanisme qui va permettre de prouver le consentement de l'utilisateur. À titre d'exemple, la CNIL elle va proposer de conserver le code informatique du site internet à telle date. On va savoir qu'à partir du 10 mars 2021, tel site a mis en place telle fonctionnalité sur son site internet, telle modalité de recueil du consentement, et que du coup, à partir de cette date-là, tous les consentements seront valides. Elle propose aussi, par exemple, de faire des captures d'écran des mécanismes mis en place, des captures d'écran qui seraient horodatées, ou encore de prévoir des audits de conformité, donc des audits qui sont documentés, qui sont conservés et qui permettent à l'éditeur de prouver que oui, il avait bien un mécanisme de recueil du consentement et d'information des personnes et que ce mécanisme était suffisant au regard de la réglementation.
Donc, c'est comme ça qu'on recueille le consentement des utilisateurs. Là où c'est très important aussi, et je vais conclure avant de passer aux questions là-dessus, c'est qu'un site conforme, on le voit rapidement. En fait, c'est facile de vérifier la conformité d'un site Internet dès lors qu'on s'intéresse un peu à la question. Ça veut dire que tous vos clients, vos partenaires vont pouvoir assez facilement regarder si votre site Internet est en conformité et évaluer comme ça la conformité en fait globale d'une entreprise. Les sites Internet, c'est la vitrine d'une entreprise. La conformité, du coup, à la réglementation d'un site Internet, ça laisse transparaître aussi la conformité, la compliance globale d'une entreprise aux réglementations qui lui sont applicables. Alors, après, je vous parle très rapidement du règlement e-privacy, puisque le Conseil de l'Europe a en février validé un second projet de règlement e-privacy. Donc, on se dit que les choses avancent. Peut-être que la réglementation évoluera à ce niveau-là, mais le temps que le Parlement européen et la Commission européenne se mettent d'accord sur un texte, on a encore un peu de temps avant qu'il soit applicable. Et dans l'attente, c'est bien ces réglementations qui restent applicables. Alors, on a prévu quelques questions fréquentes auxquelles je vais répondre rapidement avant que vous puissiez poser vos questions. La première question, comment est-ce qu'on articule la durée du consentement et la durée des traceurs? Donc, effectivement, la CNIL recommande de conserver le consentement d'une personne, donc son consentement ou son refus aux cookies, pendant une durée de 6 mois. Donc, il s'agit bien d'une recommandation qui peut être adaptée en fonction notamment de l'activité de l'éditeur et de ses besoins. Il faut bien distinguer cette durée du consentement de la durée de vie du cookies, puisque la durée de vie du cookies, en fait, elle va se calculer en fonction de la finalité du cookies et elle va correspondre à la profondeur historique qu'on veut récupérer sur l'utilisateur de navigation. Par exemple, je peux avoir besoin de savoir quelles ont été les activités de mon utilisateur sur mon site Internet pendant 3 mois. Eh bien, je peux quand même, donc mon cookie aura une durée de vie de 3 mois, ça ne préjuge pas de la durée de vie du consentement de la personne, donc qui a consenti le temps pendant lequel en fait je ne vais pas lui redemander son consentement ou son refus au dépôt de cookie. Voilà. Donc en fait on peut choisir, il faut bien décorréler ces deux notions, durée de vie du cookie ou durée de vie du consentement. Dans les deux cas, elles doivent être déterminées et justifiées. Deuxième question, est-ce que les cookies analytics sont exempts du recueil du consentement? Parce qu'en fait, encore une fois, on va se dire, ah c'est bon, les cookies de mesure d'audience, on peut bénéficier d'une exemption. Eh bien, alors aujourd'hui, à date, la CNIL considère que non, les principales solutions analytics telles que A/B Testing ou Google Analytics ne respectent pas les conditions d'exemption des cookies de mesure d'audience. Donc, pour déposer ce type de cookies, il faudra préalablement informer l'utilisateur et obtenir son consentement. Alors, est-ce qu'on peut réutiliser les données collectées via des cookies en se fondant sur le consentement recueilli au moment du dépôt des cookies? Donc là, c'est un peu un mélange données, vraiment réglementation sur la protection des données et réglementation en matière de cookies. En fait, la question, c'est est-ce que, comme on a recueilli le consentement de l'utilisateur, on peut se fonder sur ce consentement pour en faire une base légale au sens du RGPD. Voilà, encore une fois, la CNIL considère que ce n'est pas possible et assez logiquement, puisque le consentement au cookie est spécifique. Ça veut dire que c'est vraiment un consentement je consens au dépôt de cookies sur mon ordinateur pour de la publicité ciblée. Ça ne veut pas dire que je consens à ce que mes données soient derrière réutilisées pour une autre finalité par l'éditeur ou par un tiers. Voilà, donc c'est vraiment deux choses spécifiques. Si on veut réutiliser ces données, on devra soit les anonymiser, soit redemander le consentement de l'utilisateur ou se fonder sur une autre base légale. Puis j'arrive à la dernière question. Le bandeau cookies est-il obligatoire si seuls des cookies strictement nécessaires sont déposés? Eh bien,
non, en fait. Ça veut dire que souvent, on peut avoir des bandeaux, on peut voir des sites internet qui déposent qui mettent des bandeaux d'information, alors même que seuls des cookies strictement nécessaires sont utilisés. En fait, les cookies non nécessaires bénéficient bien de l'exemption du recueil de consentement et de l'information. Toutefois, l'information reste recommandée par la CNIL, mais plutôt dans la politique de confidentialité, par exemple. Voilà. Est-ce que, Emmanuel, je vous laisse conclure? Je ne vais pas conclure, je vais d'abord te féliciter. C'est peut-être un exercice d'autosatisfaction, mais d'avoir réussi à tenir le délai et d'avoir présenté une matière extrêmement technique aussi simplement, bravo, c'était l'exercice, ça tombe bien. Plus sérieusement, je voulais simplement, avant de vous laisser la parole, si des questions doivent être posées, vous dire que nous dialoguons de manière permanente avec la CNIL et à titre indicatif, donc, comme vous l'indiquez, Yuna, ça va être un thème prioritaire de contrôle, mais dans ce thème prioritaire de contrôle, les entreprises qui vont être peut-être les plus concernées sont évidemment les entreprises qui ont des marques notoirement connues, les entreprises qui, comme l'on dit, ont une activité de grande consommation, les entreprises aussi qui, sans répondre à ces deux conditions, à ces deux caractéristiques plus exactement, auront, entre guillemets, un passif auprès de la CNIL, soit parce qu'elles ont fait l'objet de contrôles, soit parce qu'elles ont fait l'objet de contrôles qui se sont mal passés, de sanctions, d'avertissements, ou parce qu'elles sont souvent identifiées, dénoncées par leurs parties prenantes, et notamment par les consommatrices ou les consommateurs, comme ne respectant pas la règle du jeu. Donc, si malheureusement, vous faites partie de ces entreprises, ce que je ne crois pas, parce que vous êtes particulièrement vertueuse ou vertueux, il y a, je disais, vous ne faites pas partie de celles qui ne respectent pas la règle du jeu. Au vu de la liste des participantes et des participants, il y a quelques entreprises ou groupes qui ont énormément de clients et clientes et qui participent à ce webinaire. Il est évident, sans crier au loup, sans jouer à faire peur, que vous serez prioritairement la cible parce que c'est la volonté de la CNIL d'essayer de mettre en œuvre une politique qui soit une politique de prévention, ou plus exactement de s'assurer que lorsqu'elle publie une doctrine, les entreprises jouent le jeu. Et sinon, elle va être totalement déconsidérée et elle ne sera pas crédible. Au vu du montant des amendes qui sont prononcées, tout le monde a compris qu'il vaut mieux ne pas essayer de jouer au plus malin ou à la plus maligne, de ne pas tenter de mettre le pied sur la ligne jaune, mais au contraire d'essayer de respecter les recommandations de la CNIL et de l'ERGPD pour la partie protection des données personnelles. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions à poser, et notamment à poser à Yuna, puisque, comme vous l'avez compris, Yuna est très spécialisée, comme d'autres avocates du cabinet, dans notre, entre guillemets, puisque nous sommes un cabinet modeste, département de protection des données personnelles. Des questions? Des observations? Des commentaires? Des choses à améliorer? Des envies de traitement d'un autre sujet que vous vouliez voir traité par le cabinet Vigo lors de notre prochain webinaire dans 4 à 7-8 semaines? Écoutez, s'il n'y a pas de questions, nous allons vous remercier vraiment d'avoir participé, au sens d'avoir assisté à cette présentation. Si vous avez des questions qui vous viendraient à l'esprit, bien évidemment, vous nous les adressez par mail, on tentera d'y répondre. Nous allons vous adresser la présentation directement pour que vous l'ayez comme support, comme nous y sommes engagés depuis notre premier webinaire. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Pour celles et ceux qui aiment le football, rappelez que le Paris Saint-Germain a une échéance importante et que j'espère qu'il n'y aura pas de remontada. Et pour ceux qui vont subir
le match. Écoutez, bon courage. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Et encore merci de votre fidélité, de votre écoute. Oui, merci pour vos réactions. Pardon, j'avais désactivé mon micro. Merci aussi pour toutes vos réactions qu'on peut voir dans la conversation. Je crois qu'il n'y a pas de questions. Je vérifie juste, mais voilà. Merci à tous. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée, merci, au revoir. Au revoir, Aurélie. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci.